Bienvenue à la semaine 3 du cours. La leçon 2 a analysé comment les parcs pour la paix sont créés et a décrit 4 grandes étapes pour le développement et la gestion de ces zones. Dans la leçon 3, nous mettrons l'accent sur les défis et les leçons apprises dans la gestion des parcs pour la paix. Souvenez-vous que les ressources naturelles sont souvent les facteurs clés de l'émergence des conflits ou de leur résolution. Il y a plusieurs défis associés dans la tentative de créer un parc pour la paix, et notamment dans les zones sortant d'un conflit. Par exemple, le partage de richesses est l'un des problèmes fondamentaux qui peut déterminer la réussite ou l'échec d'un accord de paix. D'autres défis importants pour la création et le maintien des parcs pour la paix dans ces zones d'un conflit sont liés à, par exemple, susciter la bonne volonté politique et la confiance, puisqu'il est essentiel que toutes les anciennes factions soutiennent la création du parc pour la paix. Également, garantir des avantages égaux, parce qu'une fois que les anciens combattants ont accepté de soutenir le parc pour la paix, ils doivent être placés sur un pied d'égalité pour développer le parc et le maintenir. Les difficultés potentielles peuvent survenir lorsque certains partenaires veulent gagner plus que d'autres en créant et en gérant le parc. Ensuite, établir des priorités. Une fois que les obstacles initiaux ont été levés, les parties peuvent toujours avoir des discordes sur les priorités du parc pour la paix, telles que la nécessité de promouvoir le développement économique au détriment de la conservation environnementale. Également, assurer un soutien externe. Bien qu'un soutien fort et continu des acteurs externes peut aider à surmonter certains défis, un tel soutien peut être difficile à maintenir, et de nombreux groupes d'aide partent après la fin du conflit ouvert. Et enfin, surmonter des idées fausses sur la perte des droits souverains des États. Notamment lors de la création de parcs pour la paix, bien sûr ça implique une coopération accrue qui aboutit sur une collaboration renforcée et même à une prise de décision commune entre les pays participants. Cependant, il est important de préciser que chaque pays conserve une souveraineté totale et tous les droits et responsabilités concernant le parc pour la paix qui se trouve sur son territoire. Donc, le programme de coopération environnementale de ONU Environnement pour la consolidation de la paix a développé une série de leçons apprises et de meilleures pratiques pour faire face aux conflits et aux ressources naturelles dans les efforts de consolidation de la paix. Le programme a également lancé une plateforme de connaissances sur la consolidation de la paix environnementale et une communauté de pratiques. Le programme a aussi élaboré 12 stratégies de médiation des ressources naturelles dans la négociation de la paix. À savoir, numéro 1, aborder les problèmes liés aux ressources naturelles de manière adaptée à leur rôle dans un conflit. Numéro 2, utiliser les avantages potentiels des ressources naturelles pour inciter les parties à rester sur la table des négociations. Numéro 3, établir des mécanismes et institutions pour traiter les problèmes des ressources à l'avenir. Numéro 4, envisager différentes options pour les revendications de propriété. Numéro 5, aborder la gouvernance des ressources naturelles. Numéro 6, concevoir les dispositions appropriées de partage de la richesse. Numéro 7, établir une piste technique sur les ressources naturelles dans un cadre de négociation politique plus large. Numéro 8, envisager un moment optimal pour des négociations sur les ressources naturelles dans un cadre de négociation de paix un peu plus large. Numéro 9, inclure un niveau de détail approprié relatif aux dispositions de ressources naturelles. Numéro 10, utiliser les ressources naturelles et l'environnement comme des mesures de confiance dans la mise en œuvre de l'accord de la paix. Numéro 11, envisager des processus de dialogue et de consultation complémentaires. Et enfin, numéro 12, utiliser les dispositions indirectes quand les dispositions directes ne sont malheureusement pas possibles. Donc, outre les défis environnementaux et sur les ressources naturelles, les systèmes juridiques des pays et leur capacité en termes d'application de la loi et les normes de gouvernance posent souvent d'importants défis dans la création et la gestion de parcs pour la paix, que le conflit existe ou non. Donc, les 3 défis juridiques les plus courants liés à la création des parcs pour la paix sont, premièrement, une capacité légale et politique limitée. Deuxièmement, de longs processus liés à la modification des instruments juridiques et politiques. Et numéro 3, différentes interprétations et réponses institutionnelles aux exigences de mise en œuvre des lois et des politiques. L'ampleur des engagements politiques de chaque pays est un élément clé pour déterminer quel type d'instruments politiques et juridiques correspondent le mieux. L'UICN recommande d'utiliser des instruments juridiques et politiques internationaux, régionaux et locaux disponibles ainsi que d'en envisager de nouveaux.
Le maintien du soutien politique des niveaux de gouvernance supérieurs par le biais d'un protocole d'accord ou d'un accord contraignant aide à établir la légitimité de la coopération transfrontalière. Les accords informels sont également utiles et peuvent évoluer ensuite vers les accords formels. Les problèmes de mise en œuvre de la loi sont directement liés aux contestations judiciaires. Et ça, c'est particulièrement fréquent dans les cas où la législation ou les politiques, par exemple le commerce d'espèces sauvages, sont différents entre les pays participants. D'autres fois, la mise en œuvre de la loi se heurte à des difficultés pour rejoindre certains territoires éloignés. Donc, voici quelques problèmes courants qui sont liés à la mise en œuvre de la loi. La liste n'est pas exhaustive, mais c'est par exemple des limitations topographiques telles que l'inaccessibilité de terrain ou l'éloignement, les réseaux de communication séparés ou indépendants, la différence de langue, les politiques de gestion des ressources en conflit ou la disponibilité inégale des ressources dans la zone. L'installation efficace des activités pour la mise en œuvre de la loi repose sur une base solide de compétences et de fonctions institutionnelles. Donc on a ici quelques éléments de pratique optimale pour assurer la mise en œuvre efficace de la loi dans les parcs pour la paix. Premièrement, un leadership fort de la part des gestionnaires des zones protégées. Les gestionnaires doivent avoir une expérience suffisante de l'application de la loi, le pouvoir de prendre des décisions et une formation appropriée en gestion, ainsi que des compétences administratives. Les compétences incluent la gestion des budgets et des ressources humaines, une planification des stratégies, un leadership efficace et des pratiques anticorruption. Ensuite, c'est l'examen régulier des stratégies de mise en œuvre de la loi. Donc ça, c'est essentiel pour anticiper et répondre efficacement aux situations changeantes sur le terrain. Par exemple, les braconniers ont tendance à rapidement adapter leurs tactiques de changement en fonction des scénarios et de la mise en œuvre de la loi ou des conditions du marché. Ensuite, la surveillance permanente et la collecte d'informations. La planification et la gestion de la mise en œuvre de la loi devraient être basées sur des informations spatiales et temporelles objectives et fiables, collectées par des patrouilles sur les activités illégales et les problèmes de mise en œuvre de la loi. Et enfin, une communication et des transports efficaces, puisque la gestion d'un parc pour la paix nécessite des systèmes de communication et de coordination des opérations qui sont efficaces, tout comme des infrastructures adéquates et des moyens de transport suffisants. Donc, comme indiqué dans la leçon 2, il est nécessaire de déterminer le type de gouvernance au moment de créer le parc pour la paix. La gouvernance du parc pour la paix présente des défis majeurs en termes de conception institutionnelle et de mise en œuvre. La gouvernance des zones protégées transfrontalières implique non seulement des institutions au niveau local, mais également les institutions au niveau régional et international. Les défis de gouvernance spécifiques liés à la création du parc pour la paix comprennent les défis d'intégration des représentants du gouvernement dans le processus de prise de décision. Également, la difficulté des nouveaux membres ou des organisations partenaires à comprendre les normes et le processus de groupe qui se sont développés. Mais aussi la difficulté à maintenir l'intérêt, l'élan, les membres et le financement après l'enthousiasme au début de la création de la structure et l'obtention de la participation correspondante. Aussi, les défis traduisant des visions partagées dans des plans de travail annuels ou pluriannuels qui donnent la priorité à certaines régions ou à certains projets. Également, les défis à tenir informés et impliquer les communautés voisines, les structures de leadership traditionnelles et le secteur à but non lucratif. Également, les défis réorientant le pouvoir du gouvernement à des partenaires qui sont non gouvernementaux, mais aussi les difficultés à comprendre les avantages et les inconvénients de l'inclusion des partenaires extérieurs, tels que le statut du patrimoine mondial de l'UNESCO ou la réserve de la biosphère. Et ensuite, et enfin, les difficultés liées à la communication de nouveaux modèles et structures de gouvernance avec d'autres intérêts et communautés, et notamment le défi de la croissance et du partage de la richesse entre de multiples intérêts. Les trois caractéristiques principales d'une bonne gouvernance sur la conservation transfrontalière sont donc les suivantes. Premièrement, elle est de plus en plus collaborative, ce qui signifie travailler avec plusieurs parties prenantes des pays impliqués. Mais elle est également de plus en plus imbriquée, dans le sens où des systèmes de gouvernance distincts mais liés opèrent à différents niveaux d'organisation sociale. Et enfin, elle est de plus en plus adaptative, puisqu'elle est basée sur le principe que l'incertitude est un fait et que les variables sociales, économiques, environnementales changent, les paysages évoluent et les impacts imprévus se produisent.
Comme le montre l'étude de cas numéro 1 dans cette leçon, la gestion transfrontalière est très bénéfique, mais aussi présente des défis environnementaux, socio-économiques, culturels, d'intégration régionale, avec des problèmes logistiques à chaque niveau. La coopération est une caractéristique déterminante de la conservation transfrontalière et la clé pour surmonter ces problèmes. Pour qu'un parc pour la paix soit une réussite, les pays impliqués doivent se mettre d'accord sur les détails techniques nécessaires pour un succès à long terme. La création d'un comité de gestion bi- ou trinational est un moyen courant d'assurer la participation de toutes les parties impliquées. Et ces comités développent souvent des plans de gestion communes qui varient en fonction des caractéristiques du parc pour la paix et les cadres institutionnels et juridiques des pays participants. Donc, les éléments suivants garantissent que les meilleures pratiques soient appliquées lors de la planification et la gestion des parcs pour la paix. Premièrement, commencer petit. Développer donc une liste hiérarchisée d'objectifs et de gestion commune peut être très utile pour déterminer les intérêts mutuels, favorisant la coopération. Les partenaires doivent faire preuve de réalisme au moment de décider de ce qui doit être fait et de ce qui peut être fait pour éviter des frustrations futures. Également, déterminer qui est responsable de chaque tâche, ainsi que des délais de mise en œuvre et de mesure de résultats qui sont tous pertinents pour un cadre de suivi et d'évaluation. Garantissez l'engagement des parties prenantes, puisque dans de nombreuses régions du monde, les zones protégées sont considérées comme marginales par rapport à d'autres domaines de la politique, tels que la foresterie, la sylviculture ou l'agriculture. Seule une planification qui implique pleinement tous les acteurs concernés est susceptible de réussir sur le long terme, même si cela peut être souvent plus coûteux et complexe au départ. Et enfin, utiliser des approches différentes. Dans certains cas, les approches descendantes fonctionneront, mais dans d'autres cas, les approches ascendantes où la participation de tiers engendrera plus de succès. Une combinaison de différentes approches peut être le meilleur moyen d'établir un cadre de coopération efficace.